Bonsoir Xavier Titelman. Bonsoir. Vous êtes consultant aéronautique et sécurité aérienne. Vous êtes ancien aviateur. Et on va revenir avec vous sur cette décision inédite, la fermeture du ciel au nouvel avion de Boeing. Après le crash en Éthiopie, dimanche dernier, faisant 157 morts, eh bien, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol quasiment partout sur la planète. D'abord, Xavier Titelman, est-ce que voler dans un Boeing aujourd'hui, c'est dangereux ? Ah non, évidemment non. On a en fait le Boeing 737 MAX, c'est une toute petite version qui doit représenter même pas 1% du total des Boeing qui volent. C'est un avion très fiable. Le Boeing 737 représente quasiment 30 à 40% du total de la flotte mondiale. L'avion n'est pas du tout incriminé. Ceux qui sont incriminés, c'est le Boeing 737 MAX. Et là, il y a eu une décision quasiment universelle. Cet avion n'a plus le droit de voler. Exactement, on n'a plus le droit de voler. Non, mais j'allais finir votre phrase. On va voir justement sur la carte des dizaines de pays qui décident de l'interdire. Voilà, et de plus en plus, à chaque heure qui défile. On le voit là, l'Australie, l'Égypte, l'Inde, mais aussi dans toute l'Europe. Alors quand même, deux grands absents sur cette carte, les États-Unis, le Canada. Que se passe-t-il là-bas ? Pas de principe de précaution ? Alors, ils partent du principe, qui est certainement juste, que l'avion a une panne qui est gérable. Et c'est leur principe. C'est-à-dire que cette panne, logiquement, les pilotes sont formés pour savoir la gérer et donc pour éviter que ça conduise à un accident. Le problème, c'est que quand on est dans les airs, le logiquement n'est peut-être pas suffisant. Alors, évidemment, on observe, encore une fois, si on est sur le même type d'accident qui a eu lieu en octobre dernier en Indonésie. On va y revenir juste d'abord sur quand même les États-Unis. Pourquoi est-ce que c'est interdit partout ailleurs sur la planète et pas là-bas ? Pour eux, la panne reste gérable. La formation des pilotes reste la même. Les pilotes auxquels j'ai parlé me disent, moi, si je me trouve face à cette situation, je sais la gérer. Et donc, ils partent de ce principe, finalement, la précaution est excessive, notre avion reste fiable, c'est leur principe. C'est le deuxième crash, coup sur coup, en assez peu de temps, en 5 mois pour ce modèle d'avion. Le dernier accident a eu lieu lors d'un vol de la compagnie Lion Air au large de l'Indonésie. Est-ce qu'on connaît les circonstances de ces crashs ? Est-ce qu'il y a des similitudes ? Alors, le premier crash est bien documenté, il a été analysé, il date du mois d'octobre, donc effectivement, on a pu en faire un retour d'expérience qui était, on a un système de protection de l'avion qui se déclenche d'une manière inopportune et qui met l'avion progressivement en descente alors que ce n'est pas nécessaire. À la base, c'était un système qui était fait pour protéger l'avion et pour éviter une situation qui est dangereuse qui s'appelle le décrochage. Le deuxième crash qu'on a eu ce week-end ressemble beaucoup au premier, mais évidemment, pour l'instant, on n'a pas d'analyse des boîtes noires, donc on n'a pas de certitude qu'il y ressemble. Néanmoins, on a vraiment des ressemblances qui sont très importantes, et c'est pour ça qu'il y a cette décision quasi universelle de clouer l'avion au sol. On préfère mettre en place un principe de précaution, et il faut aussi rassurer les gens. Si vous prenez l'avion demain, vous savez que vous ne volerez pas avec cet appareil. Alors, pour bien comprendre, peut-être on peut regarder ce croquis pour que vous nous expliquiez. Là, si j'écoute bien ce que vous dites, c'est plus une erreur de logiciel, de capteur de sonde que de pilotage, ou c'est les deux ensemble ? Il y a plusieurs problématiques. Alors qu'est-ce qui se passe ? Parce que ces accidents à chaque fois interviennent très peu de temps après le décollage sur des appareils flambant neufs. C'est des avions tout modernes, c'est justement la dernière version, c'est pour ça qu'elle n'est pas très fréquente. Quand l'avion est en train de finir de monter, on va rentrer ce qu'on appelle les volets, qui est une partie qui se trouve à l'arrière de l'aile, et on va commencer à se mettre un petit peu à plat. On est en pilotage manuel, et l'avion ressent une situation qui est fausse parce que les capteurs sont incohérents, sont faux, et l'avion va croire qu'il est dans une situation de danger, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc l'avion va progressivement commencer à se mettre en descente. Normalement, le pilote, à ce moment-là, un pilote devrait savoir déconnecter ce système qui est en train d'avoir une erreur. Donc on a à la fois à la base un problème avec une panne qui est trop récurrente, qui est anormale, et on a un système qui est censé être géré par les pilotes avec une déconnexion d'un système qui prend le dessus. Le problème, c'est qu'évidemment, on a ce cumul, cette panne, et des pilotes qui n'ont pas réussi à gérer la situation qui est conduit à ce crash. Ça pose quand même la question de l'automatisation des avions. En tout cas, c'est la question que se pose le président des États-Unis, Donald Trump, tout en donnant d'ailleurs lui-même une réponse qu'il n'a pas manqué de partager sur Twitter. Regardez, les avions deviennent beaucoup trop complexes à piloter. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas d'un Albert Einstein comme pilote, je veux un vrai professionnel. Quand même, il y a une question pas inintéressante, est-ce que Boeing pousse trop loin ce pilotage automatique de ces appareils? La complexité, c'était avant. Quand il fallait 4 ou 5 personnes dans un cockpit pour piloter, parce qu'il y avait des mécaniciens de bord, parce qu'il fallait des gens spécialisés pour trouver l'avion où il se trouvait, il y avait des navigateurs. On était à l'époque sur une complexité. Aujourd'hui, 2 personnes suffisent pour gérer un appareil, et tant mieux, ça veut dire qu'on s'est amélioré. Dans le même temps, vous avez une progression de la sécurité aérienne dans des conditions qui sont énormes. On a une progression tous les ans, des statistiques qui sont phénoménales.
Alors, après, savoir si c'est trop complexe aujourd'hui, j'aurais tendance à dire le contraire. On a des avions qui vont refuser des situations dangereuses. Par exemple, les Airbus vont refuser de faire des virages trop inclinés, de trop ralentir, et c'est ça qui permet une sécurité optimale. Maintenant, il faut aussi que le pilote soit capable de reprendre en main son avion si cette protection ne fonctionne pas. Et c'est peut-être là-dessus que ça a chopé. Et c'est là qu'il y a eu un problème. Sur Airbus, on sait par exemple qu'il y a eu plusieurs cas dans lesquels ces protections se sont déclenchées de manière qui n'était pas adaptée. Les pilotes ont su reprendre en main leur avion et ont pu éviter l'accident. Donc c'est peut-être un problème de formation. Et c'est peut-être un problème de formation. C'est encore une fois pour ça que les États-Unis ont choisi de ne pas clouer leur flotte au sol, parce qu'eux considèrent que c'est un problème de formation des pilotes. Contrairement au Canada qui vient de décider, là pour le coup, de clouer lui aussi ses avions et ses Boeing 737 MAX au sol. Voilà, mais ça va être très dur. Petit à petit, tout le monde s'y met. Ouais, même au point de vue diplomatique, au niveau commercial, il y a une pression internationale. On a des passagers qui refusent de prendre les avions. Et l'Union, donc le syndicat des PNC, donc des stewards, dit à ses adhérents, vous avez le droit de refuser de monter dans l'avion. Même aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui. Donc dire aux passagers, vous pouvez continuer à voler, mais nous, professionnels, on préfère se mettre en retrait, c'est très compliqué à accepter. Et justement, alors quel impact pour Boeing? On sent bien que là, ça va être très compliqué pour le groupe. Alors, il y a plusieurs conséquences, évidemment. D'abord, ils ne peuvent plus exporter leur avion, les livraisons sont bloquées, mais il y a aussi d'autres choses. On a d'autres avions dans le passé qui ont été interdits de vol. Par exemple, le Dreamliner, le Boeing 787 en 2013, ça a coûté excessivement d'argent parce que les compagnies aériennes doivent louer d'autres avions à leurs concurrents pour pouvoir assurer leur vol malgré tout. À l'époque, Boeing s'était engagé à rembourser totalement tous les frais engagés par les compagnies aériennes. Et sur ce cas, aujourd'hui, on peut estimer que c'est entre 10 et 20 millions de dollars par jour. Pour le cas qui nous intéresse? Pour le cas qui nous intéresse. Parce qu'on a vu ce matin, la Norwegian Airways a déjà commencé à demander, à préparer des dédommagements, à demander des dédommagements. Il y a un précédent, donc il est logique que Boeing applique ce qu'ils ont déjà fait par le passé et paye ces dédommagements. Le deuxième coût qui est colossal, évidemment, c'est le coût humain. On sait qu'il y aura des procès. Si Boeing est en cause, c'est à peu près 1 million de dollars par mort. Et là, on a plus de 300 morts déjà avec cet avion. Est-ce que ce programme pourrait être abandonné à terme ou c'est totalement inimaginable? Non, c'est inimaginable. Déjà parce que c'est un avion en dehors de ce problématique qui est très fiable. On a une grosse évolution qui est positive sur le long terme. Il représente plus de 80% du carnet de commandes de Boeing. Les 2/3 des avions qui volent dans le monde sont de cette famille-là qui s'appelle les monocouloirs. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un échec. Peu importe les moyens et peu importe le coût, ils arriveront à le rendre fiable et sûr. Le concurrent principal de Boeing, c'est un fleuron français, c'est Airbus. Est-ce que Airbus peut en profiter? C'est jamais positif. Clairement, quand il y a un accident, vous avez des gens qui vont annuler leur vol. C'est jamais quelque chose qui est positif. Personne n'en profite. Il y a peut-être un troisième acteur qu'on oublie un petit peu, c'est plus la Chine, parce que la Chine est en train de préparer l'avenir, et notamment le Comac, le C919, qui va rentrer en concurrence directe. On sait qu'il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est peut-être pas anodin que ce soit le premier pays qui a interdit de vol l'avion. Ils vont essayer d'en profiter. Peut-être qu'ils vont essayer. Vous parliez de la réaction des passagers qui risquent de s'inquiéter de plus en plus. Je sais que vous êtes spécialiste du traitement de la peur en avion. Qu'est-ce que vous leur dites face à ces crashs? Peut-être qu'on peut regarder quand même l'évolution des accidents sur les 70 dernières années. Voilà. On est passé de 46 à 2018 à un chiffre très très faible aujourd'hui. 15 accidents mortels en un an. Sur combien de vols en tout? C'est même moins que ça. En réalité, là, on prend la totalité des stacks. Oui, on a plus de 30 à 40 millions de vols par an. On a 4 milliards de personnes transportées. Et dans les chiffres que vous donnez, en fait, on inclut également les vols cargo, on inclut les vols militaires. Donc en réalité, il y a beaucoup moins d'accidents que ça. On est plutôt sur 3, 4, 5, même 0 certaines années comme 2017. Donc statistiquement, on sait qu'on a une fiabilité qui est totale. On a eu une erreur sur cet avion-là, il va être corrigé très rapidement, de la même manière que les autres avions qui ont été interdits de vol sont aujourd'hui totalement fiables. Eh bien merci pour ces explications et merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le Brexit dans l'impasse. Theresa May est en sursis. La dernière version de l'accord de sortie n'a pas été validée. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Brexit, Londres ne répond plus. Ne bougez pas.